Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'a turlupiné. Ouais, j'ai dit turlupiné. J'ai voulu le placer depuis. Mais un truc qui m'a turlupiné, on dirait un faux mot, turlupiné, turlupiné. Donc on va parler d'un truc qui m'a turlupiné pendant des années. C'est c'est pourquoi on se retrouve coincé. De toute façon, c'est dans le titre. Je sais pas pourquoi je fais des suspens d'annonces de sujets quand c'est dans le titre. Mais en vrai, oui, je sais pas, je remarque un truc là en ce moment, c'est avec mon entourage et tout. Euh, Certaines personnes de mon entourage, je vois des comportements de gens qui restent coincés et je me dis, ah, mais c'est trop dommage. C'est trop dommage et en fait, je me demande, mais pourquoi on se retrouve coincé en fait dans nos vies. Et pour ma part, du coup, parce que du coup c'est mon podcast, donc il faut que je me regarde dans les yeux quand je viens dire des choses, mais je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a eu un moment de ma vie où j'ai senti que j'étais coincé et comment, qu'est-ce qui m'a aidé. Et bien la réalité c'est que c'est l'honnêteté et rendre des comptes qui ont été mes tickets de sortie, parce que sans ça, c'était pas évident. Donc ouais, cet épisode va un peu piquer, mais en vrai, j'aurais aimé tomber sur ce podcast il y a 5 ans. Et c'est parti pour du contexto. Vous savez qu'on aime mettre du contexto ici. Donc pour le contexto, ok, donc dans ma vingtaine, c'est bizarre de dire ça, c'est bizarre, genre la vingtaine c'est vraiment fini quoi. Bref, dans ma vingtaine, j'étais pas la plus sérieuse des personnes. Ce qui contraste d'ailleurs avec le rôle d'aîné, ça me fait rire à chaque fois parce que je me dis, pourtant j'étais une sœur aînée, donc normalement j'aurais dû être responsable partout quoi. Avec mon frère et mes sœurs, j'étais sérieuse et je comprenais le poids des responsabilités, mais en ce qui me concernait, j'avais pas encore saisi le poids des responsabilités me concernant. Enfin, pour moi, c'était, je sais pas, c'était, non, j'ai pas pris soin de m'occuper de mes responsabilités envers moi-même. Donc c'est ce qui m'amène à cette histoire de dette qui a changé ma vie pour le meilleur. Alors, en 2012, mes parents divorcent et moi je réalise que je n'aime vraiment pas le droit. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai fait une première année de droit classique, là, de base, je sais même plus comment ça s'appelle. Et après, j'ai fait 2 fois la première année de droit anglo-américain. Donc, je l'ai fait parce que j'avais une copine qui m'avait dit, enfin, qui travaillait dans le domaine de la propriété intellectuelle pour les séries. Genre, elle s'occupait de vendre des séries à des distributeurs. Et elle m'avait dit qu'elle avait fait du droit anglo-américain. Donc, moi, je me suis dit fantastico parce que je savais que j'aimais le cinéma et je me disais que c'était un bon moyen d'y accéder sans trop décevoir ma famille. Donc euh, je me suis dit vas-y let's go. Mais quand mes parents ont divorcé, je me suis dit bah attendez, si chacun fait ce qu'il veut, moi aussi je vais faire ce que je veux en fait. Pourquoi je prendrais pas mes propres décisions? J'ai 22 ans, je suis jeune, j'ai redoublé ma seconde, ma terminale, et je suis en train de faire une première année de droit pour la troisième fois. Basically, the world is mine. Et je prends la décision d'arrêter le droit pour poursuivre mon rêve de cinéma en intégrant une école d'audiovisuel. Donc cette école, je l'intègre je décide d'intégrer une école audiovisuelle que je ne vais pas nommer parce qu'elle est très mauvaise, hein. Cette année d'ailleurs, ils ont aucun étudiant en audio, enfin en audiovisuel, en filmmaking, pour la première fois depuis des années. Donc c'est pour dire, ça ne vaut pas la peine de nommer, mais vous pouvez aller sur mon LinkedIn. Non, non, mais ça ne sert à rien de la nommer. Enfin, ce n'est pas utile. Donc l'école est payante et à ce moment-là, j'ai un groupe d'amis qui m'encourage de ouf en fait à contracter un prêt étudiant. Donc moi, je suis pas forcément très familière avec le délire, mais je me dis bon, j'ai pas envie d'être endettée toute ma vie. Par contre, je continue de me poser cette même question. Si demain tout s'arrêtait, qu'est-ce que je regretterais le plus de m'être donné une vraie chance en contractant un prêt étudiant ou de juste avoir eu peur d'avoir des dettes dans le futur, et je sais pas. Donc je me dis, hey, tu sais quoi, let's go, allons faire ce prêt étudiant. Donc je contracte ce prêt étudiant en 2014, du coup, je crois, enfin pas, non, 2015, la même année de la formation. Et c'est un couple d'amis qui se porte garant pour moi. Le prêt est accepté immédiatement parce que mes amis sont pleins aux as. C'est pas vrai du tout. Mais voilà, en tout cas, le prêt est accepté, donc let's go pour les études. Donc ce prêt étudiant, en fait, c'était un prêt qui... vous savez, c'est les prêts où en gros tu payais d'abord 80 € 80 € par mois pendant 3 ans
Et après, tu passais à... Enfin, moi, en tout cas, je passais à 323 € par mois pendant 5 ans, je crois. Donc on est en 2015, je suis convaincue que c'est faisable, parce que de toute façon moi quand on me donne tout le temps des dates dans le futur loin, même si tu me dis, moi je suis t'as même pas besoin d'aller si loin pour moi, tu me dis juste ouais dans un an c'est tellement loin pour moi, tu sais c'est comme les trucs des gens qui font les concerts là, les gens qui font les, ouais ils te vendent leurs places de concert, là j'ai vu c'est quoi, Paul Mirabel il a des places de concert pour 2026. Mais je me dis, mais quel ego de penser qu'en 2026 je serai dispo pour toi. Pourtant, tu peux me faire rigoler, mais quel ego, 2026. Donc moi, je ne sais même pas ce que tu vas dire. 2026, c'est tellement loin. En fait, je trouve ça fou. Et j'ai vu qu'il y a quand même des dates qui sont sold out, quoi. De 2026. Vous savez ce que vous allez manger demain, genre. Bref. Reprenons. Donc on est en 2015 et je suis convaincue que payer mon prêt étudiant 3 ans plus tard, 323 € par mois, pour moi c'est totalement faisable, hein. Dans 3 ans, moi je suis convaincue que je gagnerai ma vie avec mes projets de cinéma. Donc on est 3 ans plus tard, en 2018, je finis un stage d'assistante de production que j'ai adoré. Ça s'est trop bien passé, j'aurais tellement aimé qu'on me garde en CDI, mais ce n'est pas le cas, donc je retourne à enchaîner les petits jobs d'intérimaire. Et là, il faut que je commence à payer les 323 € par mois. Donc je me dis, ok, d'accord, j'arrive à trouver des petits jobs qui me permettent de bien honorer mes paiements au début. Mais c'est une saison de ma vie où je suis beaucoup avec une valise comme une troubadour. C'est-à-dire que un an, je vis chez le couple d'amis qui s'est porté garant pour moi. 6 mois, je vais chez ma mère avec qui je m'embrouille et je pars. Je vais chez ma sœur qui me met dehors, à raison peut-être, but still. Je retourne chez ma mère. Enfin bref, c'était très... Ouais, non, c'était pas du tout stable. C'était vraiment pas stable du tout. Mais somehow, j'arrive à faire des missions qui me permettent de payer les 323 € par mois. Et j'ai aussi ma mère et mes proches qui m'aident de temps en temps quand vraiment je peux pas. Mais vient 2019, hein. Donc 2019, voilà, on sait ce qui s'est passé, accompagné de son bestie, le Covid. Donc je vous refais pas l'histoire, mais on ne peut plus bosser. Et là, les ennuis commencent vraiment pour moi. Donc faut savoir que j'étais le genre de personne qui n'aimait pas regarder les courriers de la banque, mais vraiment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois le logo de la Société Générale, ça va dans un coin. Je ne veux même pas ouvrir, ça va dans un coin. Je rangeais ça loin, les appels, je décrochais pas, et si j'avais un message vocal, franchement, je l'écoutais, mais en vite fait, quoi. C'était vraiment en mode... ouais, c'était vraiment rapide. Je peux pas trop... Ah oui, non, mais moi, j'étais une queen du déni, hein. Queen of denial. This was me. C'était moi. Vraiment la reine du déni. Oh là là, tellement de niveaux, c'est grave, hein. Donc ouais, on peut dire que je voulais pas forcément voir la réalité en face. Et pendant le Covid, la banque, elle était sympa et suffisamment compréhensible sur les retards. C'est-à-dire qu'ils comprenaient qu'on n'arrivait pas à trouver un travail tout de suite. Ils comprenaient que là, c'était un peu compliqué. Et en vrai, ils étaient sympathiques. Jusqu'à un certain point, hein. C'est-à-dire que on comprend, mais en même temps, il faut payer. Donc... il comprenait qu'en vrai, là, j'avais pas le choix pour trouver un travail. On est tous à la maison enfermés. En plus, on savait tellement pas ce qui se passait. On savait pas quand est-ce qu'on allait ressortir. Donc, ouais, en fait, vous m'appelez pour me dire que vous voulez que je paye, mais vous voulez que je fasse quoi? En fait, je sais pas quoi faire. Donc, mais par contre, un seul truc qui m'a énervé, c'est que ils m'ont pas proposé de mettre mon prêt en pause. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris par la suite. Mais en gros, pendant ce temps-là où je peux pas travailler, ben, j'accumule. Enfin, je peux pas payer les 323 €. J'accumule beaucoup de retard avec des frais et j'en parle à personne. J'en parle à personne parce que pour moi, je sais que c'est que temporaire et que je vais trouver une solution. Genre, je sais que on va pas rester enfermés toute nos vies et que je vais trouver une autre solution. En mai 2020, je crois que c'est le premier déconfinement et la même semaine, la banquière me harcèle d'appels. Vous avez trouvé le travail, vous avez trouvé le travail, vous avez dit retard, vous avez dit retard. Genre, elle m'appelle trop, quoi. La première semaine, je me rappelle parce que j'étais choquée. J'ai dit, mais comment on est à peine déconfiné? Elle est là, elle harcèle les gens. Donc bref, au bout d'un moment, en fait, je répondais plus tant que j'avais pas de bonnes nouvelles à lui annoncer parce qu'en vrai, je lui disais que je cherchais du travail, mais que là, en vrai, j'en trouve pas là tout de suite. Donc il va falloir me laisser un peu de tempo.
le temps que je trouve. J'étais inscrite dans au moins 5 agences d'intérim. Je les appelle, vous avez des missions, vous avez des trucs, etc. Rien, rien, rien. C'est un non. C'est-à-dire que là, c'était tellement la peur avec le Covid que même les intérimaires qui prenaient normalement en tant qu'assistantes, ils voulaient plus prendre et c'était les gens en interne qui étaient formés pour redevenir assistante ou hôte d'accueil, des trucs comme ça. Bref, pendant ce temps, du coup, bien sûr, les retards s'accumulent. Je demande à ce qu'on mette mon prêt en pause, mais en fait, on me dit que cette fois, c'est trop tard parce que j'ai accumulé trop de retard. Et en fait, là, je peine vraiment à trouver du travail. En fait, je suis là, j'envoie mes candidatures, mais je trouve pas. Et puis, en juillet, je trouve le travail dans lequel je suis restée 4 ans. Et c'est un travail qui commence pour être monteuse. Donc c'est un petit CDD de 6 mois. Je me dis, bon, vas-y, on commence avec ça et puis on verra. En sachant qu'en plus, c'était une entreprise pour laquelle j'avais déjà postulé quelques mois plus tôt, mais ils m'avaient rejeté. Donc moi, j'avais pas envie de repostuler. Et c'est en fait quand j'avais parlé à un oncle et tout, il m'avait dit, bon, vas-y, repostule, on sait jamais. Et j'ai repostulé et ils m'ont dit oui. Et je me rappelle qu'à l'entretien, même au téléphone, le gars, il me dit, oui. J'ai vu que tu avais d'ailleurs déjà postulé pour le poste de monteuse, etc. Donc on va essayer d'accélérer la procédure. J'ai dit ouais, j'espère. Mais je me rappelle qu'en fait à ce moment-là, j'avais trop rien à perdre. Là, ça m'énervait trop. J'ai besoin de travail et ce serait cruel de votre part de me recontacter pour une deuxième fois pour me dire non. Au final, ils m'ont gardé. Je suis restée 4 ans dans cette entreprise. Donc je suis contente. J'ai enfin un travail. J'appelle la banque pour dire que j'ai trouvé du travail, que je vais pouvoir reprendre les paiements. La meuf me dit que c'est trop tard et que j'aurais dû répondre avant aux appels, etc. Et je me souviens je sais plus ce qu'elle me dit, mais je me souviens qu'elle me prend de haut. Genre, ça m'énerve quand elle me parle. Et elle m'apprend que, faute de répondre aux appels et aux courriers de relance, ils ont transmis mon dossier aux huissiers. Et que à partir de maintenant, c'est eux qui s'en occupent. Donc, moi, direct, j'entends ça, je suis paniquée, je sais pas pourquoi, mais je me dis que je vais aller en prison en fait. Genre, je sais pas pourquoi je lis les huissiers à la prison, mais direct, je me dis, bon, ça y est, c'est la prison, quoi, ça y est. Donc, quelques jours plus tard, je suis au travail, les huissiers m'appellent et m'expliquent que j'ai accumulé trop de retard. Donc, maintenant, au lieu de payer 323 euros par mois, je dois payer 750 euros par mois. Là, on est en juillet 2020. Je me rappelle que quand elle m'appelle, je me rappelle que c'est une gentille dame que j'ai eue au téléphone parce que moi qui avais toujours peur des huissiers, etc., là, je suis tombée sur une personne qui était trop gentille, trop bienveillante. Après, peut-être que c'est son métier, j'en sais rien, mais en vrai, je réalisais, on m'a fait réaliser par la suite que les huissiers, leur but, c'est que tu honores ta dette, donc ils vont essayer de te mettre dans les meilleures dispositions possibles. Normalement. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc bref, je me rappelle que je suis au bureau quand on m'appelle, je sors du bureau pour continuer l'appel dehors. Mais en fait, ce qui me fait craquer, c'est ce qu'elle ajoute par la suite. Que en gros, mes garants, donc le couple d'amis qui s'est porté garant pour moi, ils sont liés à ma dette et que tant que j'ai pas soldé ma dette devient la leur. Donc là, je m'effondre. Je m'effondre en pleurs dans la rue parce que en fait, là, je me sens trop mal. Je propose de faire de la prison, for real. Genre, vraiment, je dis, non, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen que je fasse de la prison pour éponger la dette? J'en sais rien. Mais enfin, vraiment, là, je me dis, c'est pas possible. Enfin, en fait, là, je me dis, c'est pas possible. C'est un couple d'amis qui s'est porté garant pour moi, qui m'ont toujours encouragé dans mes études. Et il faut savoir qu'au moment où ils s'étaient portés garant pour moi, en 2015, ils étaient juste jeunes mariés. Et entre-temps, ils ont eu un enfant. Donc là, je mettais toute la famille dans la merde, quoi. Et oh là là, je m'en voulais de ouf. Je me souviens que à l'époque, en plus, ma pote, elle voulait ouvrir une boutique ou un truc. Enfin voilà, et que pour ça, elle voulait faire un prêt. Mais là, comme tant que moi, j'avais ma dette, eux, ils pouvaient pas souscrire de prêt, en fait. Ils pouvaient pas faire ça. Horrible. Horrible. Rien que d'y repenser, c'était tellement horrible. Donc la meuf des huissiers, elle me dit que mon couple d'amis ils vont recevoir un courrier qui explique la situation, mais que ce serait bien que je les appelle pour leur en parler avant. Donc je raccroche et j'ai l'impression que toute la mauvaise gestion de ma vie me rattrape à ce moment-là. À l'époque, je vis avec ma dernière sœur dans un appart à Montreux. Elle finissait son alternance et avait pour projet de retourner chez ma mère en Belgique pour réfléchir à la suite de sa vie, etc. Donc on allait rendre l'appartement de Montreux. Donc moi, quand on avait décidé ça, moi j'étais excitée parce que je me dis, bon j'ai un nouveau taf, ça payait pas de ouf, mais assez en tout cas pour faire de la coloc. Donc je me suis dit, bon c'est super. Mais là, quand je réalise que je dois payer 750 € par mois, je me dis, mais c'est mort en fait. Et je sais pas comment je vais faire.
Je sais pas comment je vais faire et j'en reviens pas d'en être arrivé là. Je me rappelle que le jour même où j'ai appris ça, je rentre du travail, je pleure dans le RER, enfin dans le train et tout, enfin je suis trop trop mal. Il y a rien qui me console, il y a rien du tout. Et il y avait rien, en fait, là c'était pas un moment de consolation, là c'était un moment où il fallait assumer mes bêtises. Enfin vraiment là c'était le moment de payer les conséquences en fait. J'ai pas choisi, j'ai pas tout choisi dans ce qui m'est arrivé, mais j'ai fait des choix qui m'ont amené là et maintenant il faut assumer les conséquences. Et c'est vrai que comme ça peut avoir l'air dur de dire oui, ben maintenant il faut assumer les conséquences. Mais c'est vrai en fait, il n'y a pas 150 manières de dire les choses. Je trouve que des fois on est trop là à dire ouais, mais tu vois, il y avait des circonstances, etc. Et c'est pour ça que je dis que j'ai pas tout choisi en vrai. J'ai pas. Il y a des choses qui me sont arrivées et tout. Il y a des décisions que j'ai prises qui m'ont emmené là. Donc oui, là c'était le moment d'assumer les conséquences de certains choix que j'ai faits. Parce que. Parce que voilà, quoi, il y a des choix que j'ai faits qui m'ont amené à la situation dans laquelle j'étais. Tout simplement, le simple fait d'ignorer tous les courriers et d'être la queen du déni, non, ça m'a pas aidé en fait, ça m'a pas du tout aidé. Donc bref, j'ai ma sœur Marie qui a 1 an de moins que moi et qui accepte de m'héberger dans son petit 25 mètres carrés pour que je puisse éponger ma dette. Elle me laisse vivre chez elle sans que je paye de loyer, mais je participais à d'autres trucs. Dans le côté assumer les conséquences de mes actes, en fait, il fallait aussi que je démontre mon sérieux cette fois dans ma vie. Donc, je devais rendre des comptes à mes proches. Le couple d'amis, je devais leur envoyer un screen des paiements que je faisais tous les mois. Et ma sœur, je devais aussi rendre des comptes de ce que je faisais pour m'en sortir. C'était... Ouais, enfin, en fait, là, la situation, elle était telle que... euh, Ouais, je devais rendre des comptes pour m'en sortir parce qu'à la base, je devais rester chez elle que quelques mois et au final, je suis restée chez elle 3 ans. Et franchement, je vous dis, Dieu est bon de ouf parce que la remontada que j'ai fait en 3 ans, c'est insane. J'ai refait tous mes papiers, remis ma vie en ordre, etc. Et je dis ça comme ça, mais franchement, c'était vraiment humiliant parce que faire les paiements, enfin déjà payer les huissiers, déjà c'était un concept parce que moi j'avais jamais eu affaire à ça. Et envoyer le screen de tous les virements que tu faisais à chaque fois à ta pote. Donc c'est-à-dire, imaginez tous les mois tu payes ton truc et en fait t'envoies un screen à ta pote, tu dis bon bah voilà, le virement est fait. Oh là là, mais c'était dur. Et c'est tout ce qu'il y a dans le message, hein, parce que ben forcément l'amitié elle en a pris un coup, mais en vrai, et l'amitié elle en a pas pris un coup à cause de la dette, hein. C'est vraiment moi qui a fait n'importe quoi, parce que pour vous donner du contexte, en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand la meuf des huissiers elle me dit que c'est à moi d'annoncer la nouvelle à mes amis, moi je n'arrive pas à avoir un monde où je les ai au téléphone et je leur dis ce qui se passe. Vraiment, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai trop honte. J'ai trop trop honte de ce que j'ai fait. Donc, de ce que j'ai fait. J'ai trop honte d'en être arrivé là et de pas avoir su que j'avais besoin d'aide avant, en fait. Genre, ça me saoule de me dire que, en fait, si je les avais sollicités plus tôt, peut-être qu'ils auraient pu m'aider sur 1 ou 2 mois. Mais en fait, ils m'avaient déjà tellement aidé parce que être garant pour mon prêt, c'était juste un des trucs là que je cite, mais ils m'ont trop aidé dans ma vie. Et, je pouvais pas. Là, c'était non, là, c'était à moi d'assumer. Mais je pensais que j'allais vraiment m'en sortir, vraiment. Sinon, je leur en aurais parlé plus tôt. Donc, quand elle me dit qu'il faut que je les appelle, moi, j'arrive pas à le faire. Et je crée un groupe avec les deux et j'envoie en fait. Je sais plus si je fais un audio ou si j'envoie juste un texte. Je crois que je fais un audio, je sais plus. Mais bref, j'envoie un message, basically, et j'explique la situation. Je leur dis que voilà, je suis vraiment, vraiment désolée, je demande pardon et tout. Et je dis que je vais bien faire pour honorer cette dette. Et en fait, je me rappelle que ma pote, elle essaie de m'appeler, elle m'envoie des messages, elle me dit de décrocher, mais franchement, la honte, elle est tellement à un niveau puissant, là. La honte, elle est tellement forte, j'arrive pas à décrocher. Je lui dis, je suis désolée, je peux pas, je peux pas parler, c'est trop dur, là. Et c'était pas, en fait, là, je pouvais pas entendre les reproches au téléphone. Là, je pouvais pas entendre ça. Je pouvais pas non plus entendre non, mais Cindy, ça va aller. Non, je voulais pas qu'on me réconforte. Il fallait que j'assume ma pénitence. Enfin, là, j'avais fait n'importe quoi. Et il y avait une part de moi qui estimait ne plus mériter leur amitié. Donc, en fait, c'est pas maintenant que vous allez en plus avoir l'audace de me pardonner et de me dire non, mais t'inquiète, Cindy, ça va aller. Tant que tu payes, c'est bon, quoi. Vous allez pas banaliser ça. Vous voulez pas me punir, bah c'est pas grave, moi je vais me punir. Donc c'était un peu ça ma mentale. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas réussi à appeler. Et c'est en ça, je dirais, que l'amitié, elle a pris un coup parce que je les ai pas. J'ai sous-estimé, on va dire, peut-être l'affection qu'ils avaient pour moi à ce moment-là. Donc du coup, tous les mois, je devais envoyer un screen à ma pote pour lui dire bon, bah voilà, le virement, il a été fait.
Voilà, bonne journée. Donc c'était comme ça pendant du coup 3 ans. Donc rendre des comptes et entendre tes proches te dire, même avec amour, hein, que en vrai voilà pourquoi tu en es là où tu en es. C'était dur, mais honnêtement c'était ce qu'il me fallait pour me réveiller. Et c'est pour ça que je dis que cette dette elle m'a sauvée parce qu'honnêtement je sais pas où je m'en allais là avec cette vie. Je savais juste, alors déjà je savais que je voulais faire du cinéma, ça c'était sûr. Je savais pas exactement ce que j'allais faire dans le cinéma, mais je savais que je voulais faire du cinéma. Mais je réalise aussi que je m'y prenais mal. En vrai, je négligeais trop les opportunités qui me permettraient d'atteindre mon but, comme un taf pour solder ma dette. Parce que comment être concentré dans un projet quand tu as une dette qui t'obsède? Parce que je sais pas si vous avez déjà eu une dette, que ce soit étudiant ou autre chose, hein, mais moi je devais du coup 20 000 euros. Certains diront que c'est rien, pour moi c'était énorme. À ce moment-là, je savais toujours pas où j'allais, mais je savais que peu importe ce qui m'arriverait dans la vie, je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation. Franchement, c'était trop humiliant. Parce que aussi à ce moment-là, je vivais avec donc ma dernière sœur à Montreux, et déjà à ce moment-là, je payais pas un loyer de ouf, mais le peu de loyer que je payais, je faisais un virement à ma sœur déjà. Donc, en fait, il y avait trop de choses comme ça où je me sentais trop rapetissée. J'avais l'impression qu'on m'avait rapetissé, qu'on m'avait rapetissé, c'est ça le mot, bref, je sais pas, qu'on m'avait diminué. Je me sentais diminuée, voilà, c'est ça le mot. Bon, c'est pareil, je me sentais diminuée du coup dans qui j'étais, quoi, parce que je devais rendre des comptes enfin, je suis l'aînée, et là d'un coup je me retrouvais à rendre des comptes à deux de mes sœurs et tout. Enfin, c'était vraiment dur comme situation. Mais en vrai, ça m'a amené à réfléchir aux décisions que je prends pour ma vie, et à cette impression d'être coincée. Genre, pourquoi j'avais l'impression d'être coincée? Et si au final c'était moi le problème, et c'était moi le problème. Il n'y a même pas de et si c'était moi, c'était carrément moi le problème. Mais j'ai remarqué un truc dans cette situation, c'est que j'étais tellement au plus bas que là en fait j'étais disposée à écouter ce que mes proches pensaient vraiment de moi. C'est pas quelque chose auquel j'étais disposée avant, parce que je me disais ah c'est bon, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Mais là en fait euh, j'étais disposée à vraiment entendre, parce que là en fait j'étais trop mal et il fallait que j'entende la vérité. Donc c'était pas des choses nouvelles que j'entendais, mais là je les écoutais vraiment attentivement, j'étais obligée. Et j'ai remarqué un truc d'ailleurs avec des potes qui sont en galère, ou que je vois qui ont l'air d'être coincés un peu dans leur vie. Vous savez, c'est des potes, ils sont là, ils te parlent d'un truc, d'un projet qu'ils ont, ou peu importe, mais tu vois que ça fait 3 ans qu'ils sont sur le projet, ou même 10 ans, et, euh, et en fait ça bouge pas, quoi. Donc je me dis, bah, enfin moi je suis toujours curieuse de me dire, mais en fait est-ce que déjà c'est un vrai projet que tu veux faire, ou enfin voilà. Et du coup, souvent, ce que je fais, c'est que moi, je regarde souvent l'entourage de mes potes. J'aime bien voir avec qui ils sortent, avec qui ils traînent. Et quand je dis que je regarde leur entourage, c'est pas genre je juge comment ils sont. Enfin, c'est pas ça en fait. C'est plus les interactions qu'ils ont. Et j'aime bien observer comment ils se parlent, comment même ils se taclent, ou comment. Et quand j'observe, c'est pas en mode j'observe dans mon petit et je vais prendre des petites notes comme si j'étais une psychopathe. Non, non, pas du tout. C'est juste, j'aime bien observer comment les gens ils communiquent entre eux, tu vois. J'aime bien observer comment les frères et sœurs ils se parlent, des fois, de temps en temps et tout. Donc, bref. Donc, j'aime bien regarder ça, parce que j'ai l'impression que, au final, l'entourage, il a un gros impact sur ton avancement dans la vie, quoi. Il y a un truc qui dit, oui, regarde tes amis et tu vois où tu vas dans la vie, ou quelque chose comme ça. Et bah, pour moi, c'est le même délire. Si t'es coincé, en fait, regarde qui t'as autour de toi, quoi. Et franchement, j'ai trop envie de lancer un challenge, mais si vous êtes coincé, ou si vous êtes même pas coincé, hein, genre si vous êtes juste là où vous en êtes dans la vie, vous êtes content, demandez à votre entourage, mais vos amis proches, hein, vos gens sûrs et tout, ce qu'ils pensent sincèrement de vous. Like, for real. Si ce sont vos amis, vos vrais go, vos vrais gars, etc., ils vous diront les choses, et ça pourrait peut-être être dur à entendre, mais en vrai, je crois qu'il y a un moment, pour être dorloté, etc., caresser, ça va aller. Et pour moi, il y a un moment où faut mettre un gentil petit pied-pied au cul. Parce que sinon, on bouge pas. Et en vrai, franchement, c'est dur, hein. C'est dur de s'exposer au jugement des autres, parce que les amis qui disent t'inquiète, je vais pas te juger, etc., bien sûr qu'ils jugent. Ils parlent même de toi à leurs autres amis, là, bien sûr qu'ils jugent. D'ailleurs, moi, c'est un truc, mes sœurs, quand elles veulent me dire un truc, souvent, elles vont me dire non, mais tu me juges pas, hein, tu me juges pas. Je réponds toujours, bien sûr que je vais te juger.
C'est pour ça que tu m'as dit, bien sûr que je vais te juger, que je vais te juger. Parce qu'en vrai, je sais que ça change rien au fait qu'elles vont me dire ou pas le truc. C'est pas une question que je vais les juger ou quoi. Là, elles ont besoin d'une personne de confiance. Parfois, t'as pas besoin qu'on t'assure qu'on va pas te juger, mais t'as besoin d'être en confiance pour te libérer de trucs et continuer à avancer. Et en vrai, on se juge, arrêtez de faire genre, quoi. Moi, je sais que mes proches m'ont jugé, et that's okay, parce que ma remontada que j'ai fait en 3 ans, là, n'en a été que plus surprenante et plus choquante, et personne n'avait rien à dire d'ailleurs, tellement c'était abusé. En 3 ans, j'ai gapé de ouf, j'ai commencé mon taf en tant que monteuse, pour le quitter 4 ans plus tard en étant responsable de stratégie YouTube. Donc, oui, 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 on avance. Aujourd'hui, je fais du marketing digital en freelance et tout ce que j'ai en diplôme, c'est le bac, wesh. Donc, je suis contente, on avance et ça me fait plaisir. T'as pas besoin de savoir que la personne, elle va pas te juger pour dire les choses. À partir du moment où tu es dans un environnement de confiance, en vrai, c'est ce que tu as besoin de. C'est ce que tu as le plus besoin, plus que de savoir qu'on va te juger ou pas. Du coup, parce que j'étais en confiance, même si on me jugeait et que c'était dur à voir, je savais que je pouvais commencer à être honnête avec moi-même et les autres. Il y a une différence entre quand on te juge sur les réseaux sans te connaître et quand on te juge dans un climat de confiance. J'ai admis par la suite à ma famille les difficultés financières que j'avais et je savais qu'on allait me juger pour ça. Franchement, je savais, j'étais prête à ça, c'était bon. Je veux dire, je suis l'aînée et j'étais loin de montrer ce fameux exemple qu'on doit montrer, encore moins à l'aube de mes 30 ans où j'étais endettée de ouf. Le vrai tournant pour moi, je dirais que ça a été quand j'ai décidé de demander à mes amis proches ce qu'ils pensaient vraiment de moi. Pas le truc gentil qu'on dit pour faire plaisir, hein. Non, 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 je voulais la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. J'ai choisi des amis en qui j'avais vraiment confiance. Je leur ai dit, eh, franchement, s'il te plaît, voilà, là c'est chaud. Moi, j'ai besoin que tu me dises vraiment ce que tu penses de moi, mes qualités, mes défauts, ce qui t'agace chez moi, tout ce que tu penses. Je promets de ne pas me vexer. Mais en même temps, je peux pas trop promettre parce que si tu dis n'importe quoi qui m'énerve et qui me blesse, je pourrais pas continuer cette amitié. Donc là, mes amis, ça a été un peu la révélation parce qu'ils avaient plein de choses à dire sur moi, aussi bien sur mes qualités que sur mes défauts. Et c'était pas des trucs qui étaient faciles à entendre, mais je dirais que ça m'a vraiment, vraiment aidé à me focaliser sur l'image que je voulais donner et, euh, et sur l'image que je renvoyais aussi. Franchement, c'était vraiment super. C'est pour ça que je vous dis, franchement, je vous conseille de le faire. Parce qu'en vrai, ces retours, aussi difficiles soient-ils à entendre, ça a été un peu comme un déclic. Ça m'a permis de voir des choses que je ne voyais pas avant et des schémas dans lesquels j'étais enfermée sans m'en rendre compte. Genre, il y avait trop de trucs comme ça. En fait, en fait, il y a souvent ce truc où on va réussir à beaucoup expliquer. Aujourd'hui, grâce à la psychologie, la thérapie, etc., il y a plein de choses qu'on peut expliquer. On peut expliquer pourquoi, ah oui, bah voilà, t'étais un enfant qui était comme ça, donc forcément, c'est pour ça que t'es comme ça aujourd'hui. Et j'entends tout ça, j'entends. Mais il y a un moment où, en fait, tu peux pas juste vivre dans l'excuse qu'on te donne, tu vois. Il y a un moment où, ok, d'accord, bon, bah c'est ça l'excuse. Ok, je comprends comment j'ai grandi, je comprends, ça donne plus de contexte à qui je suis, et ça me permet de mieux avancer. Mais je peux pas rester coincé dans ça. Je peux pas juste continuer de me donner cette excuse-là pour le reste de ma vie et justifier le fait que je fasse rien en mode ben oui mais en même temps alors il y a des gens il s'est passé des trucs vraiment enfin en fait il y a des gens et c'est même pas j'aime même pas dire il y a des gens ils leur sont vraiment arrivés des trucs graves et tout comme si on comparait les traumas de l'enfance et tout mais chacun son rythme mais je dis juste qu'en fait tu peux pas rester coincé dans ça en fait tu peux pas rester coincé dans le trauma il y a un moment il faut avancer et ça peut être dur comme ça à entendre, but it is true, tu vois. Il y a un moment où. Et c'est pas. Et ça se trouve, il faut avancer au bout de 10 ans pour toi, ou ça se trouve, il faut avancer au bout de 1 an. Ça se trouve, il y en a, ils vont avancer au bout de. Chacun son rythme, mais en fait, dans tous les cas, il faut bouger. Petit à petit, le fait d'être honnête avec mon entourage, c'était comme si je respirais enfin. Vous savez, c'était comme si je respirais, mais une narine à la fois et les deux en même temps. Tu connais la sensation quand t'as le nez bouché, là, horrible. Eh ben, ça me faisait ça. Et là, je raconte ça en podcast, on dirait que c'était simple, waouh, mais vraiment, mais quel témoignage. Mais pardon, c'était hyper dur. Franchement, c'était vraiment, vraiment dur. Même à revisiter, même là, quand je racontais des trucs, là, par exemple, le moment où je me rappelle la honte que c'était de dire, enfin, ce moment où j'ai dû annoncer à mes potes et tout qu'ils étaient liés à ma dette, etc. Mais c'est un de mes pires moments. Franchement, c'était trop horrible. C'était un de mes pires moments. Perso, j'ai longtemps cru que je pouvais tout gérer toute seule,
je viens d'une longue lignée de femmes fortes qui se sont débrouillées, donc c'est ce qu'on nous dit, tu vois, je suis une femme forte, je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Et surtout que moi, dans la position d'aîné, il y a beaucoup ce truc où j'ai plus l'habitude de venir en aide aux gens que de recevoir l'aide. Donc en vrai, moi, on m'a toujours dit, Cindy, elle a les ressources, elle va s'en sortir. Mais vraiment, je crois que aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours entendu dire que j'ai des ressources et que je vais m'en sortir. Donc si j'ai des ressources et que je vais m'en sortir, je vois pas pourquoi je vais demander de l'aide. Mais ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises, j'ai trop besoin d'aide, j'ai trop besoin des autres. Toute seule, j'arrive à rien et la charge à porter toute seule, elle est vraiment trop lourde. Tout le monde devrait avoir un partenaire de responsabilité. Genre, moi, je sais que mon partenaire de responsabilité, c'était Marie. Donc, c'est cette personne à qui tu partages tes objectifs, aussi bien financiers, tous les objectifs que tu as, hein, que ce soit du poids, financier, je sais pas, de voyage, etc. Donc, c'est cette personne avec qui tu partages des objectifs, avec qui tu peux faire des petits checks de temps en temps. Donc, ça peut être ta meilleure amie, une amie du taf, en qui tu as confiance. En fait, ça peut être ta gossure, mais ça doit être une personne en qui tu as confiance et qui te dira si tu fais de l'AD, en fait, c'est sûr. C'est une personne qui te dira, franchement, là, tu déconnes, mais qui te le dira avec gentillesse, tu vois, avec affection. Mais en fait, il y a un moment où, même avec affection, quand on te dit que tu déconnes, tu vois, il n'y a pas 500 manières de le dire. Ton partenaire de responsabilité, c'est aussi la personne qui pourrait te dire que, tu vois, ton boyfriend, là, c'est pas super, c'est pas ça. On dirait qu'il t'emmène en bas seulement. Donc voilà, c'est cette personne qui pourra te dire ça. Jamais elle va te dire de rompre avec ton boyfriend, mais elle te dira les choses. Ça peut aussi être la copine qui te dit que t'as beaucoup dépensé ce mois-ci alors que tu voulais pas. Et au début, en vrai, ça peut être flippant et carrément énervant. Je vous le dis, ça peut être, hein, c'est carrément énervant d'ailleurs. Tu peux avoir envie de lâcher l'affaire, mais honnêtement, persévère parce que c'est trop gratifiant. Moi, je sais qu'au début, je me sentais comme une gamine qui devait rendre des comptes à sa mère, mais en vrai, je regrette rien. Alors voilà, je sais que c'était pas le podcast le plus agréable, peut-être. Mais en vrai, j'aurais aimé connaître ça plus tôt, ça m'aurait évité bien des emmerdes. Être coincé, honnêtement, c'est comme être dans des sables mouvants. Plus tu te débats seul, plus tu t'enfonces. Parfois, il faut juste une main tendue, un regard extérieur pour s'en sortir. Alors voilà, si vous vous sentez coincé dans votre vie, n'ayez pas peur de demander de l'aide, de rendre des comptes à quelqu'un en qui vous avez confiance. Essayez de vous trouver un partenaire de responsabilité. Ça fait mal au début, on va même pas se mentir, c'est sûr. Franchement, c'est comme arracher un espèce de pansement ou c'est comme... je dirais que c'est plutôt comme faire de la muscu, enfin aller à la salle. En fait, c'est comme si tu allais à la salle et tu as fait ta session de sport. À la fin, tu es fatigué de ouf. Mais en vrai, j'ai jamais entendu une personne qui regrettait avoir fait une session de sport. Même moi, le peu de fois où j'allais à la salle, je me disais franchement, ça m'a saoulé d'y aller, mais j'ai jamais regretté. Et ben pour moi, je vois ça un peu comme ça. Quand une fois que tu trouves un partenaire de confiance, je trouve que tu regretteras jamais d'avoir trouvé cette personne à qui rendre des comptes. Ça va être relou parce que tu as l'impression que tu as quelqu'un sur tes côtes qui est en train de checker tous tes moindres mouvements. Mais en fait, non. Avec ton partenaire de responsabilité, vous pouvez trouver un moyen de ok, on va se rendre des comptes plutôt une fois par mois ou une fois par trimestre, etc. Et c'est tout, ça n'a pas besoin d'être plus que ça, mais je trouve que c'est trop important. Genre, c'est trop important d'être responsable de ses actes et de prendre conscience de l'impact de ses actes, de ses décisions, parce qu'il y en a certains, ils sont là, ils disent « Ah, mais je comprends pas, j'avance pas, ou j'en suis ci, ça, là, machin », mais la réalité, c'est que t'as personne, en fait, enfin, t'as que peut-être des amis à qui tu racontes comme ça de manière un peu éparpillée ce qui se passe dans ta vie, mais t'as personne qui dit bon bah voilà, on était là le mois dernier. En vrai, ce mois-ci, c'est comment? Tu te sens bien? Enfin, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tant une personne qui va te faire chier, etc. Mais c'est plus une personne qui est là pour t'aider de la même manière que... Et c'est inversement, hein, c'est pas... Parce que sinon, ça, la personne dont je parle, c'est un psy. Mais sinon, c'est réciproque. Genre, autant t'aides l'autre personne, elle t'aide, et bref, peu importe. Donc en fait, c'est hyper important pour moi de trouver un partenaire de responsabilité parce qu'en vrai, ça fait peut-être mal sur le coup, mais après, je trouve qu'on se sent beaucoup mieux. Et n'oubliez pas, parce qu'en vrai, on va tous mourir un jour. C'est vraiment mon slogan, ce truc-là, mais je le dis vraiment même dans ma vie de tous les jours. C'est un truc de fou. Je le dis au moins une fois par jour, mais on va tous mourir. Donc autant ne pas passer le temps qu'il nous reste coincé dans des schémas qui nous empêchent d'avancer. Vraiment. Allez, prenez soin de vous, soyez honnête avec vous-même et les autres, et à la prochaine pour un nouvel épisode dont on va tous mourir, le seul podcast qui vous fait rire de vos galères, tout en vous poussant à vous bouger le cul. D'accord? Let's go!